Pour précisément sur The Artist, le film qui est en compétition en ce moment. Depuis un an, on s'est enfermé dans une lecture de films du répertoire hollywoodien, toutes les comédies musicales, tous les films en partant des Murnau, les Borsages, Hansel Beach, même Alexander Nevsky, Yvan 1 et 2 de Eisenstein. Ça faisait déjà 2 ans que j'ai essayé de m'imprégner un peu de ces pionniers, quoi. En plus venant pas de Hollywood, là. Mais ensuite ça a été évidemment des films par rapport à la trame de l'histoire de The Artist et cette romance qu'il peut y avoir, cette histoire d'amour. Donc ça nous a amené à forcément un romantisme complètement assumé de la musique hollywoodienne, et beaucoup plus dans les années 40. Voilà, donc on va dire entre 36 et 40, où là vraiment l'âge d'or du cinéma hollywoodien avait pris vraiment un poids énorme et une digestion de toutes ces années 20 à 36, on va dire, à peu près. Il y a un hommage fantastique à Bernard Herrmann. Je pense que c'est un compositeur qui est malheureusement, enfin pas malheureusement, les connaisseurs le considèrent comme un des plus grands, quoi, qui influence tous les jeunes compositeurs comme moi. Et c'est vrai qu'il nous a beaucoup influencé sur le film, parce qu'on avait des références en termes d'image, de climat, que lui avait déjà trouvé à l'époque quand il avait commencé à la radio avec Orson Welles. Il travaillait sur des musiques radiophoniques que vous devez connaître. Et donc il était déjà dans des climats assez forts, assez incroyables en termes d'orchestration, d'arrangement, assez lourd, puissant, et puis ce leitmotiv toujours propre à Herrmann. Et c'est vrai que Citizen Kane nous a suivis un peu dans sa trame d'esthétisme visuel et musical. Et aussi, bien sûr, après, inévitablement, Hitchcock, avec Vertigo, etc., et la fameuse scène d'amour, réarrangement de Elmer Bernstein, qui se retrouve à la fin du film. Et je suis vraiment très heureux pour Herrmann de l'avoir en finale aussi grandiose que ça. Je pense qu'on n'entend pas assez Bernard Herrmann, en tout cas, on le dépouille, pardon. Mais voilà, quoi, je suis très, très fier de pouvoir entendre Herrmann sur cette musique. On avait inévitablement, par rapport aux personnages, des codes sonores, donc leur thème, des situations aussi, la solitude de Georges Valentin dans le film. Donc il a un thème qui est assez minimaliste, naïf. Et on s'est beaucoup. Ça a été un vrai rush, c'est-à-dire que tout s'est passé très très vite. J'ai composé la musique du film au départ du montage image, donc on a fini ça le mois dernier. On a enregistré dans la foulée et j'ai vu que dimanche dernier le premier, d'un bout à l'autre, le film montait, quoi. J'ai pas eu le temps, on était sans arrêt en train de faire, refaire des choses en fonction de la continuité du montage. Donc c'est-à-dire que je pouvais avoir pendant une semaine une séquence de 8 minutes. La semaine d'après, voilà, au fait, Ludo, la séquence elle fait 6 minutes maintenant. Donc c'est un peu frustrant parce qu'un compositeur, on lui donne une séquence ou un bloc narratif de séquence. Il imagine forcément un rythme en fonction d'une situation, d'une voiture, d'un geste, d'une émotion. Surtout dans le film de May, il fallait tout souligner ou essayer le plus justement possible être à la bonne hauteur, au bon niveau. Donc c'est vrai que c'était très, très compliqué, très fatigant, mais il fallait passer par ça pour en arriver à un résultat qui me semble honnête. Disons, sur la scène finale, les claquettes, il y a eu 2 morceaux qui étaient collés. Il y avait Sing 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 de Cole Porter, et puis un autre morceau de Benny Goodman, et un autre morceau de Cole Porter, je ne sais plus quel nom, c'est King Porter Stone, je crois. Et donc c'était le tap dancer qui s'appelle Fabien Ruiz, qui était venu dans mon studio, et on avait fait avec Michel un choix de ces 2 morceaux et de les assembler d'une manière complètement succincte, sans déterminer les tempos, quoi que ce soit, parce qu'à l'époque il n'enregistrait pas avec des click-tracks. Donc le claquettiste avait fait un témoin dans mon studio, et après Jean Dujardin et Bernice Bejo se sont entraînés à apprendre la chorégraphie
et les pas de danse. Et pendant le tournage, qui s'est déroulé en 22 images secondes, pour des questions de rapidité, ils se sont retrouvés à pas me donner l'enregistrement du plateau. C'est-à-dire que quand j'ai reçu les enregistrements, enfin la musique, en dessous, il n'y avait aucune piste sonore. Donc, moi après, j'ai recomposé un autre morceau derrière, qui est très inspiré de ces deux morceaux-là, évidemment. Et il a fallu recomposer tout le track tempo, la piste tempo, pour pouvoir après faire des partitions et le faire jouer par un big band qui soit en place. Parce qu'on était vraiment à un coup près. Voilà. C'était vraiment un enfer. J'ai passé peut-être 2 jours à recomposer la piste tempo pour pouvoir être calé à l'image. Voilà. Donc ça se fait toujours dans ce sens-là. J'aurais préféré qu'il le fasse dans l'autre sens. Voilà. C'est pas vraiment des images très accélérées et qu'on rentre en plus dans une romance qui s'approche plus de Casablanca presque. Donc on est vraiment après dans une résonance 40, vraiment quoi, avec les violons romantiques. Voilà, j'arrange et j'orchestre pour tous ces pupitres, hein, tous les instruments que tu viens de citer. Et après, j'ai une équipe d'orchestrateurs, d'arrangeurs qui m'aident à finir des séquences parce que c'était un enfer total de pouvoir en 3 mois fournir 1h40 de musique, et enfin 1h20 parce qu'il y a 20 minutes de synchro dans le film. Et tant mieux d'ailleurs. Et donc voilà, après approcher un orchestre comme celui de Flandre, c'était le seul qui était disponible. Voilà, c'est pas moi qui me suis occupé de la production exécutive du film, de la musique du film. Et c'était assez sensationnel avec eux, quoi. C'est vraiment très très sérieux. Et on a eu un coup de foudre entre eux et moi, j'ai l'impression. Il a commencé à vouloir mettre beaucoup de musique de Sunset Boulevard, mais c'était trop extravagante. C'est-à-dire que Norma Svensson, dans le film, elle a un côté très, très, très extravagant, grandiloquent, et qu'il n'y a pas forcément dans le personnage de Georges, etc. Donc c'est un homme déjà. Et donc, le thème de Norma dans le film, c'est un tango très extravagant et qui ne correspondait pas forcément au personnage de Georges et même à l'histoire de The Artist. Donc il a fallu faire des essais, lui montrer que ce thème qu'il aimait bien, donc un des thèmes principaux du film, qu'il ne pouvait pas forcément se décliner par rapport à ce que dégageait l'histoire de Georges Valentin, etc. Donc c'était de l'ordre du fantasme au départ. Après, il a fallu se rendre compte et lui accepter, digérer et accepter qu'on n'était pas dans un bon chemin à ce niveau-là. Voilà, donc Herman est revenu, oui, inévitablement. Herman, c'est des climats qui sont tellement forts, tellement prenants, tellement simples même des fois, qui marchent tellement bien que si ça a été un code. Surtout sur la deuxième partie du film, très importante. J'ai commencé la musique par l'accordéon, donc j'ai fait des balles quand j'étais gamin, et je pense que ça vient de là, parce que certains thèmes qui sont un peu vieillots, on va dire début du siècle dernier, ils viennent de ce répertoire-là, quoi, populaire, l'art de la mélodie populaire, tout ça. Donc je pense que ça doit venir un peu de ça, parce que quand tu fais danser les gens, forcément tu leur apportes un peu de joie. Donc là, en vieillissant, j'ai l'impression que ça peut venir un peu de ça. Voilà.